Alors, leçon 3, introduction générale au droit, droit et règles et autres règles normatives. Alors, il faut savoir que cette vidéo a une durée maximale de 17 minutes. Il est possible qu'elle soit divisée en plusieurs parties. On commence avec droit et morale, organisation des relations entre les hommes dans la société, le droit, point d'interrogation. Tous les rapports ne sont pas rédigés par les règles de droit. Ubi societas, ibi ius. Là où il y a société, il y a droit. Mais les rapports sociaux ne sont pas régis par le droit. Il y a d'autres normes, des outils de régulation des rapports sociaux. Par exemple, les règles de politesse et les différentes règles de morale, la morale individuelle, la morale spirituelle qui est propre à l'individu, la morale sociale, ce sont l'ensemble des normes de comportement issues des règles et des valeurs, des normes de la société, et les règles morales normatives. À retenir, les règles de droit et les règles morales sont normatives, elles orientent les comportements, mais pas forcément de la même façon. Alors, petit a, distinction de la règle de droit et de la règle morale. Alors, tout premièrement, on peut faire une distinction qui s'opère par la source. La règle de droit est hétéronome, elle provient de l'État, elle provient du Parlement et elle provient également du juge. Les autorités compétentes sont multiples, tandis que la règle morale est autonome et elle provient de la conscience collective construite par les individus, euh, qui est construit par ses propres règles. Kant disait que le droit est hétéronome alors que la morale est autonome. Et Kant avait raison, parce que cette distinction cette hétéronomité se fait, et cette autonomité, je ne sais pas si ça se dit comme ça, hein, ça se dit certainement pas comme ça, mais se retrouve dans la source. La deuxième distinction, autre que la source et le contenu, la règle de droit euh, cherche à contrôler les rapports entre les hommes pour assurer la paix civile, tandis que la règle morale cherche à contrôler tous les rapports humains, plus les rapports entre les autres entités, comme les rapports entre l'humain et le Dieu, ou encore l'individu et lui-même, dans le but d'assurer le bien. La finalité, pardon, la source, le contenu, en trois, la finalité. Alors, la règle de droit cherche à garantir un ordre social, l'intérêt général, qui est l'ordre public. Certaines personnes sont délaissées au nom de l'intérêt général, euh, tandis que la règle de morale cherche la perfection de la société, un idéal d'amélioration du bien-être général et individuel, euh, où de tous les individus, idéal qui ne cherche pas à se concrétiser, car pour le rendre concret, les compromis détérioreraient sa qualité. Goethe disait d'ailleurs mieux vaut une justice qu'un désordre. Alors, exemple, la règle de droit ne se confond pas avec la règle morale dans sa finalité. La prescriptibilité, impossible d'agir en justice après un délai. Pourquoi? Pour ne pas perturber une situation sociale jusqu'alors stable. Les preuves pour les crimes qui disparaissent. Par exemple, une prescription de viol de 20 ans. Au-delà, la plainte n'est plus recevable. Ou encore, en deux, l'autorisation de certains cas de délation, tels que la dénonciation par intérêt. En effet, la définition des ententes illicites entre les entreprises, pratique concertée de différentes entreprises pour fausser le jeu de la concurrence sur un marché, la possibilité de dénoncer, le droit des livres de toute sanction, le premier qui dénonce. Exemple, la règle de droit se confond avec la règle de morale dans sa finalité. Ça, c'était un autre exemple. Auparavant, on vient juste de voir les exemples où la règle de droit ne se confond pas avec la règle morale dans sa finalité, mais la règle de droit peut se confondre avec la règle morale dans sa finalité. Donc, on peut prendre l'exemple de l'interdiction de fumer dans les lieux publics. Ça correspond à la morale sociale, comme quoi fumer tue. Le droit interdit de fumer dans les lieux publics. Maintenant, on va parler des sanctions en grand 4 qui viennent distinguer la règle de droit et la règle morale. Alors, les sanctions étatiques pour la règle de droit s'appliquent, possédant le monopole de la contrainte organisée prononcée par le pouvoir judiciaire. Max Weber, d'ailleurs, disait que le monopole de la violence légitime appartient à l'État, tandis que les règles morales sanctionnent de manière différente, sans passer par une sanction étatique. Par exemple, la morale sociale sanctionne par le rejet de la société, par exemple, médiatisation des accusations MeToo. La morale individuelle sanctionne par la punition de la culpabilité individuelle, ou encore la morale religieuse sanctionne par la
Sanction divine. Alors B, complémentarité du droit et de la morale. Une citation de Carbonnier nous dit que le droit est plus petit que l'ensemble des relations entre les hommes. Alors, euh, l'objectif est donc de trouver un compromis entre ce qui est acceptable socialement et l'idéal moral. Il faut appliquer que le droit est égal à nier l'évolution de la société, appliquer que la morale est égale à une utopie éloignant du réel. Petit 1, l'influence du droit par la morale. La morale sociale devient un guide, un fil rouge à suivre pour le législateur. Par exemple, les lois bioéthiques révisées normalement tous les 5 ans. Ou encore, autre exemple, la loi Veil en 1975, la loi du 2 mars 2022 sur l'IVG, qui sont venus en quelque sorte la rendre supérieure à 14 semaines. Ou encore, autre exemple, l'autorisation, c'était la loi du 2 mars 2022, l'autorisation du divorce a fait baisser le nombre d'homicides dans les couples. Ça, on est toujours dans le cadre de l'influence du droit par la morale. L'interprétation jurisprudentielle influencée par la morale, la jurisprudence. L'exemple, c'est le mariage homosexuel dans un arrêt de la première chambre civile du 13 mars 2007. Important à retenir, on est dans l'interprétation jurisprudentielle influencée par la morale, la jurisprudence influencée pour la morale. Il faut se rappeler qu'il y a une jurisprudence de la première chambre civile de la Cour de cassation de 2007 qui est relatif à la célébration d'un mariage homosexuel par un maire à une époque où le droit ne spécifie pas que les époux devaient être de sexe différent. Simplement une interprétation du droit comme l'interdisant car influencé par la morale. Alors la Cour de cassation refuse de changer son interprétation et annule le mariage. Autre exemple, les libéralités entre concubins adultères. Ça, c'est beaucoup plus facile à apprendre. Première chambre civile, 3 février 1999. Prohibition des libéralités entre les concubins, concubinage adultère et concubinage sain. La jurisprudence a admis des libéralités entre les concubins adultères. Petit 2, la morale ne complémente pas le droit. La règle de droit comme morale appliquée. L'exemple de la DDHC. La positivation de droit naturel. Par exemple, l'article 6 du Code civil énonce « On ne peut déroger par des conventions particulières aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes mœurs. » Ça, c'est l'article 6. On ne peut déroger par des conventions particulières aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes mœurs. On ne peut donc déroger à l'ordre public et aux bonnes mœurs. La morale complète le droit dans ses lacunes. Comment la morale comble le vide juridique? Petit 1, le droit ne régit pas tous les aspects de la relation, des relations entre les hommes. Par exemple, il y a une interdiction de la zoophilie par le droit, mais pas d'interdiction de la nécrozoophilie, mais la morale l'interdit. La nécrozoophilie, c'est le fait de faire des choses un petit peu bizarres avec des animaux morts. Petit 2, la société évolue avec l'apparition de sphères nouvelles que le droit n'a pas encore saisies. Par exemple, les black stores qui sont autorisés mais moralement incorrects car le centre-ville se remplit de magasins fermés. 3. Le droit influence la morale. Le droit peut édicter des règles morales pour influencer la morale sociale. Explication. Le droit peut décider de prendre une position contraire à celle de la morale sociale dans le but de la faire évoluer, dans le but de faire évoluer les comportements, donc la morale sociale. Exemple, les textes de droit ont produit une meilleure acceptation de l'homosexualité. Par exemple, 17 propositions de rétablissement de la peine de mort dans les années qui ont suivi le discours de Badinter en 1981, car la peine de mort était ancrée dans la société. Son abolition a donc fait évoluer la morale, puisque désormais la peine de mort n'est plus une chose envisageable. Le droit peut édicter les règles amorales ne cherchant pas à influencer la morale. Par exemple, la Cour de cassation, dans un arrêt du 8 juin 2017, reconnaissance de la double filiation d'un inceste seulement parce que le père et la mère ne savaient pas qu'ils étaient frères et sœurs. Habituellement, pour interdire l'inceste, la filiation n'est établie qu'avec la mère, pour interdire l'inceste. Mais là, en l'occurrence, la double filiation d'un inceste a été reconnue parce que le père et la mère ne savaient pas qu'ils étaient frères et sœurs. Alors, 4, la preuve de la complémentarité droit-moral par la facilité de son application. Alors, idée, plus la règle de droit est proche de la morale, plus elle sera facilement respectée.
Une règle de droit éloignée de la morale, pour être appliquée, doit utiliser la force, c'est-à-dire la coercition étatique, une dictature. Euh, la dictature. Explication. Les positions contraires à la morale sociale vont amener à une utilisation croissante de la coercition étatique. Conclusion. La morale est un terme dépassé, remplacé par le mot éthique. L'éthique, c'est une morale non moralisante. C'est en quelque sorte un dénué de caractère divin, moral, plus républicaine. Exemple, les lois bioéthiques qui sont révisées par régulièrement. L'évolution de la procréation médicalement assistée, interdiction de la GPA, états généraux plus intervention du Comité national d'éthique fixent ce qui est bioéthique ou non, en étudiant la place de l'éthique dans la société. C'est les situations intermédiaires entre droit et morale, les obligations naturelles. Les catégories intermédiaires entre le droit et la morale, entre le devoir moral et l'obligation civile, c'est-à-dire l'obligation juridique, euh, distinction entre les différentes obligations. L'obligation civile, c'est le lien de droit entre deux personnes en vertu duquel une personne est tenue envers une autre à l'obligation de l'exécution d'un fait ou d'une abstention. Voilà, par exemple, un contrat. L'exécution peut être forcée, coercition étatique, sanction, par exemple l'obligation de prix, l'obligation de réparation, l'obligation alimentaire, alors que l'obligation naturelle, c'est une exécution spontanée fondée sur un devoir de conscience morale. Elle peut acquérir la force d'une obligation civile, aucune exécution forcée, par exemple l'obligation alimentaire d'un frère, d'une sœur. Ripper disait que l'obligation naturelle est un devoir moral qui monte vers l'obligation civile. La novation de l'obligation naturelle en obligation civile. Condition. Le devoir moral doit être une extrapolation d'une obligation civile. Prolongation de la connaissance d'un objet du droit, au-delà des limites dans lesquelles elle est donnée. Par exemple, verser de l'argent de manière mensuelle, c'est égal à une obligation morale devenant obligation civile. Arrêter ce versement serait ne pas exécuter. Symbole de la supériorité des valeurs sociales, dans un arrêt de la première chambre civile du 10 octobre 1995, on est informé qu'un engagement unilatéral d'exécuter une obligation naturelle n'exige pas qu'une obligation civile ait elle-même préexisté à celle-ci. La promesse d'exécution suffit à faire engager civilement son auteur, peu importe si elle est attachée à une obligation civile ou non. Grand 2, droit et religion. Bon, je pense qu'on n'aura pas assez de temps pour finir le grand 2, on devra faire une autre vidéo, mais c'est pas grave, on la fera. Pendant longtemps, la morale était issue de la religion, la chronologie de la relation droit et religion. Dans les sociétés primitives, il y avait une confusion totale entre droit et religion. À l'époque romaine, il y avait une distinction entre droit sacré, droit canonique, et droit romain, qui s'occupe des terrestres. Euh, euh, Au XIIe siècle, il y avait le développement du droit savant, où on apportait une distinction du droit entre droit et la religion et les autres domaines. La Révolution, la première séparation du droit et de la religion, les actes de l'état civil étaient avant des actes de paroisse. Donc la Révolution a permis une vraie séparation du droit et de la religion. La loi devient la volonté générale et non la volonté de la religion. Par exemple, illustrant la confusion entre la morale religieuse et de droit. Alors, jusqu'en 1991, le suicide était un délit pénal, interdit par la morale religieuse. Le suicidé était traîné dans les rues et crucifié, puis leurs biens étaient confisqués. Donc, pour éviter que les biens soient confisqués, la famille mutilait le corps pour faire passer pour un meurtre et ainsi garder les biens. Il nous reste 3 minutes, la vidéo sera certainement coupée en deux, mais ce n'est pas grave. Alors, laïcité et liberté de culte. Alors, depuis une loi du 9 décembre 1905, on a assisté à la séparation de l'État et des Églises, loi du 9 décembre 1905. Alors, premièrement, la liberté de culte a découlé de cette loi. Chacun a la liberté de croire ou de ne pas croire au respect de sa décision, au respect de sa décision. La laïcité et les autres autorités religieuses ne peuvent plus avoir d'emprise sur les décisions étatiques. L'État doit être religieusement neutre. Et l'article 1, d'ailleurs, l'article 1 de la Constitution c'est soit l'article 1 de la Constitution, soit l'article 1 de la DDH. Mais bon, l'article 1
énonce que la République assure la liberté de conscience, elle garantit le libre exercice des cultes. Je vais vérifier de quel article il s'agit, enfin où il trouve sa source, cet article-là. Ok, je viens de comprendre. Cet article-là découle directement de la loi du 9 décembre 2005. On est donc face à l'article 1er de la loi du 9 décembre 2005, qui énonce que la République assure la liberté de conscience, elle garantit le libre exercice des cultes. La première chose est consacrée par cette loi, c'est la liberté de culte et non la laïcité. Elle concerne les citoyens. L'article 2, la République ne reconnaît, ne salarie ni subventionne aucun culte. Elle reconnaît donc la laïcité de l'État. Laïcité qui désigne par ailleurs la séparation de l'État et des organisations religieuses. C'est bien ça la laïcité. Désormais, on va s'intéresser à la Constitution de 1958. Il nous reste 1 minute 35. On va essayer de faire ça assez rapidement. L'article 1 de la Constitution de 1958 énonce que la France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociable. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les religions. Dans la sphère publique, la laïcité, l'État est visé. Dans la sphère privée, la liberté de culte, l'État doit la garantir. Alors, que l'État doit garantir la liberté de culte dans la sphère privée et est visé par la laïcité dans la sphère publique. Alors B, prise en compte du fait religieux par le droit. Là, on manque vraiment de temps, on va essayer d'arrêter cette vidéo de façon propre. La prise en compte du fait religieux en fonction de la sphère. Dans la sphère publique, la laïcité s'applique de manière constante. Aucun aménagement n'est possible, alors que dans la sphère privée, la garantie de la liberté de culte par l'État amène à donner la possibilité à des aménagements. Par exemple, dans les contrats, quand la religion n'est pas entrée dans le champ contractuel, aucune demande peut être faite à ce juste titre. Alors, il nous reste 20 secondes, je préfère m'arrêter ici. Je vais parler de l'affaire Babylou dans une prochaine vidéo, vu que cette vidéo va bientôt puisque mon téléphone ne peut pas prendre de vidéo plus longue que 17 minutes. Waouh, c'est hyper long. Donc, on va donc attendre 5 secondes. 4, 3, 2.